en direct du barrage de Bord. Nous sommes actuellement en formation Espace Projet dispensée par l'INSUP, financée par la région Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre de cette action, nous allons vous faire découvrir notre projet collectif axé sur les activités professionnelles du barrage de Bord. À participer à ce projet, Didier, Jalel, Mahmoud, Vincent, Philippe, Marc, Caroline, Marilou, Isabelle. En absent, David. Arrivé sur le complexe EDF du barrage. Au cœur du massif central, traversé par la vallée de la Dordogne, entre Mont d'Auvergne, lac et forêt limousine, le pays de Bord-les-Orgues est un paradis pour les amoureux de la nature. Les dimensions de son barrage sont impressionnantes. 120 mètres de haut, 80 mètres d'épaisseur à la base et 8 mètres au sommet. La retenue de 477 millions de mètres cubes d'eau est longue de près de 24 km. C'est le premier des barrages sur le cours de la Dordogne et le plus imposant. Exploité par EDF, il est passé sous le contrôle de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la Nouvelle-Aquitaine. Il existe d'ailleurs depuis 2011 un espace de visite au pied du barrage à côté de l'usine hydroélectrique. Ouvert toute l'année, ce lieu pédagogique, ludique et interactif accueille les visiteurs qui peuvent découvrir les différents moyens de production d'électricité et leur fonctionnement. L'électricité sans CO2 est compétitive, tout en garantissant la sûreté des tiers. L'exploitant du barrage a en effet réalisé une analyse des risques de rupture du barrage dans le cadre extrême d'une crue qui, selon les études, peut avoir lieu tous les 10 000 ans environ. Les risques de tremblement de terre et de glissement de terrain dans le bassin de retenue n'ont pas été gardés comme option possible. Face à ces risques, un plan particulier d'intervention a été élaboré en octobre 2007. Leurs priorités: développer les écosystèmes et garantir les cours d'eau. En 2015, EDF a renforcé l'équilibre entre son activité industrielle et le respect de l'environnement à travers une sensibilisation aux économies d'énergie et la protection de la faune et la flore. Leurs engagements: encourager l'emploi industriel et l'économie locale. Leurs engagements s'attachent aussi à soutenir chaque année plusieurs projets de création ou de développement dans les domaines de l'eau, l'énergie et l'environnement. Afin de maintenir ces 4 engagements, EDF s'entoure de personnels compétents, hommes ou femmes, comme des techniciens de maintenance, agents d'exploitation de centrales hydrauliques et ingénieurs. En complément, plusieurs corps de métiers interviennent par l'intermédiaire de sous-traitance. Leurs ambitions: cette année, le barrage a été le site industriel le plus visité du Limousin, avec près de 18 000 visiteurs. Ce résultat illustre l'ambition d'EDF, troisième acteur du tourisme industriel en France, de créer et maintenir une relation de proximité de territoire sur lesquels sont implantés ces sites de production électrique. Maintenant, nous allons visiter l'espace pédagogique EDF. Nous arrêtons là ce reportage car ce lieu est interdit aux caméras. Nous venons de quitter Bord et nous sommes maintenant en direct du château de Val. Dans un cadre exceptionnel, le château de Val apparaît dans toute sa splendeur sur son îlot rocheux. Situé sur la commune de La Nobre-Cantal, mais la propriété de Bord-les-Orgues,
Sa construction a commencé au début du XIIIe siècle et s'est achevée au XVe siècle. La chapelle Saint-Blaise, les communs ainsi que la fontaine datent de la fin du XVe siècle. L'imposante forteresse est flanquée de 6 tours, couronnée de mâchicoulis et coiffée de toits en poivrière. Dans la cour d'honneur, une chapelle gothique, également du XVe siècle, est dédiée à Saint-Blaise. On pénètre dans le château par un escalier qui mène à une porte bardée de fer, dont le tympan est orné d'un bas-relief aux armes fleur-de-lysée de la famille d'Estaing. En raison de la construction du barrage de bord, qui a créé une retenue d'eau, le lac de Bord a inondé les terres se trouvant à son pied. Le château a été exproprié par EDF, puis vendu pour une somme symbolique à la ville de Bord-les-Orgues, qui a fait de profondes restaurations, lui donnant son aspect actuel. Et depuis quelques années, il y a Vougelan dans le Jura qui a dépassé les 500 millions de mètres cubes. Alors ici, la retenue appartient à l'EDF et l'EDF autorise toute navigation sur son lac. Au niveau de la pêche, alors ici, les pêcheurs peuvent attraper surtout des carnassiers. Donc il y a des brochets, de très gros brochets. Le record pour la taille du brochet ici, c'est 1,53 m. Belle bête. On a des cendres de près d'1 mètre. On a des carpes également énormes. Une carpe pourrait être centenaire. On a des truites, des perches, des brèmes, des gardons, des dorades, des bars, des tourteaux, des huîtres et des langoustes à Noël. Ok, il y en a 3 qui suivent. Ça fait plaisir. Ah, je fais des petits tests à l'après-midi dans le bateau comme ça pour voir si tout le monde suit. Souvent après manger, il y en a qui font la sieste. J'ai l'impression qu'il y en a les 3/4, ils sont endormis déjà là. Aidez. Oui, les dorades, les bars, les huîtres, les tourteaux, les langoustes, non, il n'y en a pas. Hein. Il n'y aura pas de plateau de fruits de mer à la sortie, faut pas rêver. Hein. Carpe. Saumon, non, il n'y en a plus. Les truites. Les saumons, il y en avait énormément à l'époque. Hein. Avant la construction des barrages, la Dordogne était une des rivières les plus peuplées en saumon de France. Hein. On ne le sait pas tout le temps, mais forcément, avec l'installation des barrages, comme le saumon est un poisson qui remonte les cours d'eau, le saumon a disparu. Alors, par contre, depuis quelques années, depuis 2-3 ans à peu près, on a également des silures dans la retenue. Alors là, c'est moins drôle, hein. Famille des poissons-chats, ce sont des poissons énormes, hein. C'est vorace comme tout, ça dévore tout. Alors là, il commence à s'empêcher des spécimens entre 1,20 m et 1,40 m, à savoir que le record pour la taille du silure en France, c'est 2,73 m. On atteint presque les 3 mètres. En France, à l'étranger, il y en a encore des plus grands que ça. Hein. D'ailleurs, nous, il y a 3 semaines de ça, un peu plus bas en Dordogne, il y en a un, il en a pêché un, là, dans la Dordogne, de 2,22 m. Voilà. Sacré bestiau. Qui c'est? Alors, en ce moment, nous naviguons sur la Dordogne. Tout le monde est d'accord? Nous sommes sur la Dordogne. D'ailleurs, plutôt côté rive opposée, à 110-120 mètres tout au fond, il y a encore le lit de la Dordogne. Hein, la Dordogne qui passait donc à l'époque dans le fond de la vallée. C'était un torrent, alors elle faisait 8 à 10 mètres de large au grand maximum, pour une longueur totale de 472 km. Elle part donc du puits de Sancy en amont pour finir au bec d'Ambès, près de Bordeaux. Du puits de Sancy, 2 sources forment la Dordogne, très simple, la Dor et la Dogne. Voilà, ce qui nous forme la Dordogne, et c'est ce qui alimente principalement en eau la retenue, surtout avec la fonte des neiges du puits de Sancy. Alors à l'époque, l'EDF avait également calculé que 40 km à la ronde, là, chaque goutte d'eau qui tombe finit dans la retenue. Donc en plus de la Dordogne, tout autour il y a une dizaine de petits cours d'eau qui viennent se jeter dans le lac. Donc dès que l'on voit un bras, comme par exemple le bras qui est au fond à droite là-bas, là on appelle ça le bras de la Tiale, puisque tout au bout il y a le petit cours d'eau, la Tiale, qui se jette dans la retenue. Alors à l'époque, l'EDF avait choisi ce site, et surtout pour cela, pour installer le barrage, puisque effectivement, eh bien, tout autour de la retenue, là, ce ne sont que des parois rocheuses de 120 à 140 mètres de hauteur. Il était donc simple à l'époque de faire un mur au bout de la retenue. L'eau montait et elle était contenue tout naturellement entre ces parois rocheuses. Ils n'ont pas eu à creuser. Site quasiment naturel pour installer un barrage. Donc,
des parois rocheuses tout autour, sauf la colline que vous avez sur votre droite. Voilà, cette colline-là, elle est toute en sable. C'est la seule colline en sable de toute la retenue. Et là, c'est du sable naturel, hein. Le sable n'a pas été rapporté. En bas, tout le long, jusqu'en fond là-bas, c'est la plage de Beaulieu. Alors la plage de Beaulieu, en bas, forcément, c'est la plus grande plage de la retenue. Seulement l'été, c'est là où il y a le moins de personnes qui viennent se baigner, puisque effectivement, à peine vous avez fait un mètre, ça descend à pic. Et oui, vous avez vu la pente qu'il y a. Il faut donc être très bon nageur. D'ailleurs, nous on a entendu dire qu'il y avait des couples en voie de divorce qui venaient se baigner là. Et vous savez quoi, l'été, il y en a maintenant, ils amènent belle maman en vacances. Je sais, c'est pas sympa. Droit devant nous sur la petite colline là-bas, tout en haut, au-dessus de la clairière, entre les arbres les plus hauts, on arrive à distinguer les ruines du château de Tignières. Alors le château de Tignières, hein, c'est un château du XIe siècle, comme le château d'Al, sauf que celui-ci a été abandonné au XVe siècle. C'est pour cela qu'il ne reste que des ruines. On va les voir pendant un petit moment là, devant nous. Alors l'avantage des barrages. L'avantage des barrages, bien sûr, c'est de faire de l'électricité. Seulement à l'époque, il y a eu pas mal d'inconvénients. Et le plus gros des inconvénients, eh bien, il faut s'imaginer bien sûr qu'il y avait des gens qui vivaient dans le fond de la vallée. Et donc là, dans toute la vallée, pas loin de 800 à 1000 familles, toutes ces personnes-là ont été expropriées et indemnisées à la juste valeur de leurs biens. Alors des gens qui ont tout de même été traumatisés et dégoûtés de la manière dont ça s'était passé. Traumatisés, premièrement, puisque à l'époque, hein, les gens qui vivaient dans le fond de la vallée, là, qui avaient une terre, une ferme ou une maison, eh bien ces gens-là étaient très très attachés à leur terre. Hein. Souvent, c'était des terres qu'ils se transmettaient de génération en génération. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont carrément quitté la région. Ensuite, dégoûtés, puisque ici, contrairement au barrage de Digne, si vous connaissez le barrage de Digne par exemple, là-bas les gens ont râlé. Ils se sont battus, bec et ongles, et bien ils ont réussi à obtenir de l'EDF que l'EDF fasse construire un village sur les hauteurs pour reloger les habitants du fond de la vallée. Ensuite, ils ont inondé l'ancien village. D'ailleurs, à l'heure actuelle, à Digne, lorsqu'ils assèchent complètement le lac, eh bien, on peut voir les vestiges de cet ancien village. Donc, comme je vous disais, ici, ça ne s'est pas passé du tout de la même manière. Déjà, premièrement, les gens ont dû se débrouiller par eux-mêmes. Et deuxièmement, eh bien, à l'époque, l'EDF avait décidé de tout détruire dans le fond de la vallée. Donc, dans les villages, les maisons, quasiment tout a été détruit, puisque l'EDF avait peur qu'avec le temps et l'érosion, eh bien, certains morceaux de charpente ou autres ne remontent et n'aillent obstruer les turbines du barrage. D'ailleurs, pour les mêmes raisons, également pour des raisons d'effet de gaz carbone, eh bien à l'époque, l'EDF avait décidé de déboiser toutes les forêts à flanc de colline, et comme cela, jusqu'au fond. Alors là, vous voyez, le niveau est au maximum, hein, le niveau max aura des arbres, et vous voyez, en dessous, il n'y a plus d'arbres, et comme cela, jusqu'en bas. Alors, bien sûr, vous me direz à quelques endroits, par-ci, par-là, il reste quelques troncs d'arbres. Je vous en montrerai tout à l'heure. Ces troncs d'arbres-là ont donc passé plus de 60 ans sous l'eau. Ils se sont donc fossilisés, hein, ils se sont pétrifiés, ils sont donc devenus durs comme du fer. Et d'ailleurs, je pose une question, est-ce que vous savez ce que c'est ces arbres-là? Chêne, non. Être ou ne pas être, ce n'en est pas. Sapin, non. Boulot. Peuplier, non. Boulot. Chêne, non. Frêne, non. Boulot. Ah, alors le boulot ici, c'est comme en Corse, ça n'existe pas. Si des fois il y a des amis corses, on rigole bien sûr. Hein. Châtaignier, non. Non plus. Orme, non. Frêne, non, ça a été dit. Être, ça a été dit, non. Peuplier, non. Érable, non. Non plus. Acacia, non. Saule, non. Le. J'entends parler plus fort. Je m'entends pas. Transmettez. Douglas. Douglas. Non, c'est pas ça. Vergue, non. Vous avez tout dit là. Noisetier non plus. Il en manque qu'un. Pardon? Alors, je vais vous expliquer. Ici, ce sont des noyers. Ah oui. Voilà, j'ai perdu tout le bateau. Il y a 2 minutes, je vous ai dit qu'il fallait suivre. Moi, je vous parlais des arbres sous l'eau. Ils ont donc passé plus de 60 ans sous l'eau, ils sont donc noyés. Allez. Sinon, vous aviez entièrement raison. Hein. Bien sûr, dans ces forêts, principalement chênes, hêtres, châtaigniers, on a même du boulot dans la région, et il y a un petit peu de tout en fait.
Là où nous sommes à l'époque, tout au fond de la vallée, là, il y avait le village de Nialet, un des villages les plus importants. Plus loin, nous passerons la Grange-Haute, et tout au bout, nous ferons demi-tour, il y avait le village de Port-Dieu. Alors, le village de Port-Dieu, hein, c'était le village le plus important de toute la vallée, c'est là où il y avait le plus de familles. En tout cas, à l'époque, dans le village de Nialet, là en dessous de nous, eh bien, il y avait une gare. Et oui, il y avait aussi le train qui passait dans le fond de la vallée. La ligne de chemin de fer Paris-Béziers, un train de nuit, une ligne très très importante, mais qui a malgré tout disparu avec l'installation du barrage. Allez, d'ailleurs je vais vous faire passer des panneaux avec des photos qui illustrent un petit peu tout ce que je vous raconte. D'un côté du... Alors en fait, si vous voulez, bon, bah, la voie là ici a été inondée bien sûr, donc maintenant le train passait par Montluçon avant d'arriver ici, et maintenant ça fait Montluçon-Clermont pour descendre dans le sud. Donc voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, ça passe par Clermont. Nous à bord, il y a toujours la gare, hein, bien sûr, puisque en dessous du barrage, la voie existe toujours, mais bien sûr, il n'y a plus de train, à part le train touristique qui passait à l'époque. Par contre, on a les cars qui font partie de la SNCF, donc de Port-les-Orques, si on veut prendre le train, le car nous emmène à Clermont, ou alors à Ussel, voilà, à la gare. Donc sur les panneaux, vous verrez d'un côté il y a donc des photos en noir et blanc, hein. Ce sont donc des photos de la vallée telle qu'elle était à l'époque, avant la mise en eau. En haut à gauche, on peut voir le village de Port-Dieu, là où nous ferons demi-tour. Alors sur les hauteurs de Port-Dieu, il y a la chapelle de Port-Dieu. Mais comme elle était sur les hauteurs, eh ben, elle a pu échapper à l'inondation. Donc nous la verrons tout à l'heure. En haut à droite, on voit le train. Comme je vous ai dit, c'était une ligne très importante, ce qui veut dire que même pendant la construction du barrage, eh bien, ils avaient fait un tunnel dans le barrage. Et le train passait au travers du barrage. Ils ne l'ont stoppé qu'en 1951, juste avant la première mise en eau. D'ailleurs, sur la photo, vous verrez bien le chantier du barrage qui est déjà très très bien avancé derrière le train. Ensuite, des photos de la vallée telle qu'elle était avant. Une photo du château de Val avec ses forêts et ses terres. Deux photos de la construction du barrage. En bas, vous verrez, il y a deux croquis. Hein. C'est donc le château de Val à l'époque. Croquis de droite, du 11e au 13e, c'était un donjon. Croquis de gauche, du 13e au 15e, c'est devenu le forteresse. Et ensuite, au 15e siècle, Guillaume d'Estaing l'a racheté et on a fait ce qu'il est à l'heure actuelle. De l'autre côté, vous verrez des photos de la vallée telle qu'elle est à l'heure actuelle lorsqu'ils assèchent complètement le lac. Alors, ils n'assèchent plus complètement le lac comme dans le temps. Je vous expliquerai tout ça en détail au retour lorsque je vous parlerai du barrage. La dernière fois qu'ils l'ont asséché complètement, c'était en 1973. Donc lorsqu'ils assèchaient, on retrouvait le lit de la Dordogne, les ponts, les routes et les tunnels. La photo du tunnel en haut à gauche, hein, c'est le tunnel de la voie ferrée qui passait sous la chapelle Port-Dieu.